bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, un épisode un peu spécial puisque on fête aujourd'hui le 200e épisode du podcast. Donc c'était ce podcast que j'avais lancé avec l'équipe l'été 2020, donc ça fait 4 ans maintenant. Et donc pour fêter cet épisode un peu spécial, je trouvais intéressant, d'ailleurs j'avais fait une annonce sur le podcast il y a quelques semaines, de recevoir des auditeurs et auditrices qui ont lancé un média depuis, donc sur les 4 dernières années, et qui sont donc aux manettes de leur média pour se poser un peu les questions de savoir si on peut toujours en 2024 lancer un média. Alors on sait que la réponse est oui, puisque vous êtes là, mais c'est surtout pour parler un peu des difficultés, des défis, des réussites, puis voilà, rendre un petit peu aussi à la communauté tout ce que elle m'a apporté, à moi, à l'équipe, à Cosa Vostra. Donc c'était aussi un plaisir de mettre en avant vos projets. Donc à mes côtés, pour parler de leur projet, Sophie Benamon. Bonjour Sophie. Bonjour François, merci de nous recevoir. Et je t'en prie, tu nous diras un peu dans quelques instants, je vous laisserai présenter vos médias. Candriss Le Gentil, bonjour Candriss. Bonjour, bon anniversaire. Écoute, merci, le 200e épisode, ça se fête. Je suis content que tu sois là, merci d'avoir accepté l'invitation. Et Morgane Effroy, Morgane, bienvenue. Bonjour, bienvenue à tous et tous. Merci également d'avoir accepté de venir parler de vos projets. Alors, je ne donne pas les noms, je vais vous laisser les présenter en quelques mots, nous dire un peu donc le média que vous avez créé, la proposition éditoriale à laquelle vous tentez ou répondez et son canal principal, puisqu'on n'a pas les mêmes médias, les typologies de médias autour de cette table. On va commencer par toi, Sophie, si tu peux nous parler un petit peu de ton projet. Alors moi, c'est un média pour les cinéphiles, les sériphiles, tous ceux qui aiment le cinéma. C'est une newsletter qui s'appelle Intervistar, qui est sur Substack donc. Et cette newsletter permet aux cinéphiles d'être au courant des rencontres cinéma, des événements. C'est une newsletter de curation éditorialisée. Et c'est la phase 1 d'un nouveau média et d'une nouvelle manière de parler du cinéma. Super, écoute, tu vas nous expliquer tout ça. Donc, Intervistar, newsletter, Candriss, toi, tu viens représenter la Fabrique des Soignants. C'est ça, alors la Fabrique des Soignants, c'est un média associatif qui est géré à la fois par des soignants et aussi des patients dans le but de décrypter le système de santé et aussi redonner du pouvoir d'agir à toutes celles et ceux qui fabriquent du soin au quotidien. Et on trouve où la Fabrique des Soignants ? Nous, alors, on est un média numérique à tendance audiovisuelle, donc on est surtout présent sur les plateformes YouTube, Twitch, et également Insta et aussi LinkedIn, parce que on touche beaucoup de professionnels du monde de la santé. Ouais, ça t'en parlera notamment des partenariats, mais effectivement, il y a beaucoup de professionnels c'est pas pour autant un média B2B, mais tu nous expliqueras un peu tout ça dans quelques minutes. Morgane, enfin. Oui, moi j'ai la fondé Ref Média. Exactement, la Ref Média. Donc c'est une plateforme en ligne qui vise à sensibiliser et à éduquer en fait au féminisme de manière vraiment bienveillante. Et donc ça passe par de la curation de contenu aussi, mais maintenant depuis quelques temps-ci de la création de contenu. Et donc c'est un site en ligne et c'est aussi maintenant une newsletter, un compte LinkedIn et un compte Instagram. D'accord, donc plusieurs canaux, mais au départ plutôt le site internet. Plutôt le site internet. Donc voilà, 3 typologies de médias différents. Petit lien avec Mediarama, vous êtes a priori, sauf si vous m'avez menti, mais des auditeurs et auditrices de Mediarama. Alors sur les 200 épisodes, est-ce que vous avez un souvenir d'écoute ou en tout cas des épisodes qui auraient pu vous inspirer ou avec des enseignements, puisqu'on a eu quand même beaucoup de typologies d'invités différents, des pure players, des grands patrons et patronnes de presse. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inspiré? On va reprendre peut-être dans le même ordre, Sophie. Alors oui, moi je suis une auditrice de Mediarama et une fervente lectrice de la newsletter de Mediarama. On salue Cyril d'ailleurs, voilà. Franck qui et les premières rencontres, c'était dans les salons style Média en scène, la presse au futur, où les podcasts étaient enregistrés en direct. Et après, il y a des podcasts
dont j'attendais rien, qui m'ont complètement fait changer d'avis. Par exemple, j'ai beaucoup aimé celui de Ladrinche, Ouais, qui racontait un échec. ouais. Et je trouvais ça intéressant qu'ils disent: «Il faut l'envisager, il faut le comprendre» et j'ai adoré et j'ai aussi, beaucoup aimé, celui sur KissKissBankBank où je pensais tout savoir de cette plateforme de crowdfunding, et puis, en fait, il y a une stratégie, il y a des choses à voir, des choses à savoir et puis l'entendre parler des projets, c'était super intéressant. Et évidemment, l'épisode avec, la directrice du SPIL, Anne-Claire Marquet, Ouais. parce que Tu es au je suis au SPIL? SPIL et effectivement, c'est un endroit, très riche pour, les créateurs de médias indépendants. C'est un endroit où on peut parler, où on peut échanger, c'est vraiment très important. Mais les vrais, épisodes qui m'ont servi, c'est les épisodes sur la newsletter. Vous avez reçu énormément de créateurs de newsletters et que ça soit, Tech Trash, Brief Me, Gloria Magma, Media. aussi un des premiers Ouais épisodes. Oui, et c'est vrai qu'il y en a eu. Bah, il y a eu quand même un beau boom des newsletters ces dernières ouais. années, donc c'est un vrai modèle qui s'est lancé. Il y a celui avec, Yohan Lopez aussi qui parlait de membership et Oui. qui m'a fait bien réfléchir et donc tous ces créateurs de newsletters qui sont venus avant moi, à chaque fois, j'adorais écouter leurs récits parce qu'en plus, ce que j'aime, c'est qu'il y a pas de show-off, en fait. Ils disent vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire les bons, mais aussi les mauvais côtés et donc du coup, on n'est pas dans la leçon de: «Moi, j'ai réussi». C'est bien. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas, parce que faire juste dérouler un communiqué de presse pour dire que tout va bien, etc., c'est pas le plus intéressant. Ce qui est quand Non. même intéressant, c'est les vrais enseignements, les choses pratiques qu'on a pu voir. Écoute, bah, c'est bien, ça fait quelques épisodes effectivement des beaux, dont certains j'avais déjà oublié entre-temps, j'ai pas la liste en tête. Kendrick, de ton côté, est-ce que toi tu as un souvenir ou un épisode en particulier qui t'avait marqué? Ouais, moi je suis plutôt un auditeur assez récent puisque la Fabrique elle existe depuis un an et demi, donc j'ai vraiment commencé à écouter des autres médias, des podcasts sur les médias assez récemment. Donc là, ce que j'ai en tête, c'est plutôt le podcast autour de Welcome to the Jungle. Ouais. Et justement, comment en fait Welcome to the Jungle est devenu le média référence sur le monde du travail, étant donné que nous à la Fabrique, il y a aussi cette question de réfléchir sur le travail, d'essayer de mettre en scène aussi différemment le travail et le narratif autour du travail. Euh, la L'histoire de Welcome to the Jungle nous a pas mal intéressé, et également Le Crayon aussi, puisque c'est un média jeune et enfin nous on a pas mal aussi on se définit aussi pas mal comme ça, avec les limites que ça a de se définir comme ça. Donc ça m'intéressait aussi pas mal le modèle du média, parce que ça devient quoi qu'on en pense incontournable aujourd'hui. Donc forcément je pense Le Crayon particulièrement. ouais, les crayons, Ouais, pardon, les carrément. crayons, ouais. Non, mais c'est clair. Et donc voilà. Puis aussi, enfin, je suis sur Street Press, Ouais. parce que du coup maintenant je connais un peu l'équipe de Street Press, parce que je suis aussi à la Gaîté, et du coup de voir aussi l'aspect militantisme dans un média, parce que c'est quelque chose aussi qui nous intéresse un peu à la Fabrique des soignants, d'avoir une ligne éditoriale un peu marquée, enfin surtout en ce moment. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose pas mal. Mini aparté, ils font un appel aux dons en ce moment, puisque pour payer des frais d'avocat, parce qu'ils ont pas mal d'affaires, ils se font attaquer parce qu'ils sortent des affaires sur l'extrême droite. Donc voilà, j'en profite, j'ai vu passer donc Street Press, effectivement, qui était un bon épisode. Alors je peux pas saluer tout le monde parce que ça ferait beaucoup, mais effectivement c'est des très bons épisodes. Merci Kendrick. Et toi Morgane, est-ce qu'il y a des épisodes, des moments d'écoute, des choses qui t'ont aidé peut-être ou inspiré? Oui, complètement. Il y en a vraiment plusieurs et en fait, à chaque fois, j'allais chercher des informations un peu différentes. Je rejoins beaucoup Sophie sur ce qu'elle a mentionné. Ne serait-ce que, par exemple, pour l'audience, tu parlais, il y a La Déferlante aussi qui a un ton très militant, Le Crayon qui est aussi très clivant dans les choix des personnes interviewées. Donc, en fait... Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, voilà. Donc ça, justement, pour savoir un peu comment se positionner, il y en a qui étaient hyper passionnants. D'autres sur les modèles de newsletter sur lesquels je me suis beaucoup penchée aussi, notamment Les Glorieuses de Rebecca Msellen. Ouais. Et puis, il y avait celui qui m'a beaucoup marqué aussi, celui de Vert. Ouais. Vers le média, pour justement voir quels sont les différents modèles économiques qu'on peut envisager sur un site, parce que c'est aussi un site, pas seulement une newsletter. Donc sinon, oui, vous en avez cité beaucoup en fait que j'avais déjà en tête. Et qui sont à chaque fois vraiment bien marqués, avec une communauté, une ligne éditoriale très très nette. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir un petit peu. C'est aussi le côté un peu média indépendant. Je pense que vous retrouvez aussi pas mal dans tout ça. Ça fait quand même déjà pas mal d'épisodes à réécouter. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, que c'est des épisodes qui peuvent vous intéresser, on mettra les liens dans les notes de l'épisode pour un peu vous permettre de retrouver ça facilement.
On va parler un peu de vos projets. Alors, est-ce que vous êtes lancé seul ou à plusieurs? Ça, c'est aussi une question qui est intéressante puisque, bon, je le dis souvent, faut être soit fou ou très très courageux pour lancer un média ces derniers temps. On le sait, hein, on l'a dit. Tu parlais du Dranche tout à l'heure, effectivement, Sophie. Malgré ce succès éditorial, etc., bah ils ont pas réussi à aller au bout. Est-ce que dans ce projet un peu audacieux, vous êtes lancé seul? Sophie, t'es seule toi sur ta newsletter? Oui, j'ai lancé le média seul, mais c'est pas faute de me dire plus tard je m'associerai, mais je veux pas m'associer n'importe comment avec C'est vraiment une n'importe qui. volonté. T'as envie de rester seule. Pour l'instant, oui, parce que je sais où je vais et je veux trouver quelqu'un avec un profil complémentaire. Ça aurait été trop facile de trouver un autre journaliste cinéma et qu'on ait exactement des profils similaires. Et je pense que le secret d'une bonne alliance, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui te complète. Donc je laisse le temps, je laisse le média s'installer et j'ai même fait une ou deux fois des comment ils appellent ça, des final partners Ouais. pour voir si je trouvais quelqu'un. Et donc, à terme, je pense que oui, c'est lourd de porter un média tout seul. Donc, je pense que c'est bien de s'associer, mais je suis pas pressée. Bon, eh ben écoute, donc il n'y a pas d'appel là, candidature pour le moment, trouver un associé. Faut juste continuer de te lire, puis le moment où sera venu, tu feras l'annonce. Voilà, tout à fait. Kendris, toi, je crois que tu l'as dit, hein, vous êtes plusieurs. Tu peux en dire un peu plus? C'est quoi la forme? C'est une association. Oui, c'est une association et de base, ce projet de la Fabrique des Soignants, c'est un projet de potes. Et comme tous les projets de potes, c'est fou et on se casse la gueule. Mais on verra plus tard comment on gagne de l'argent. Voilà, c'est ça. Et non, mais parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on est des soignants, on est des patients, donc on vit pleinement en fait ce périclitement du système de santé. Et là, ce qui se passait, c'était que des amis qui commençaient leur internat se posaient la question de bon, est-ce que on reste sans rien faire face à ce périclitement ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose? On avait déjà eu des engagements à droite, à gauche. On avait déjà fait des expériences un peu médias avec du podcast, des vidéos avant avec certaines personnes. Puis après, on s'est dit bon, est-ce qu'on montrerait pas un espace de dialogue qui rassemble un peu tout le monde dans le système de santé. Puis après est venue cette volonté de faire des émissions. Puis après, bon, on s'est dit ah tiens, ça a l'air de plaire à des gens. On va monter un média. et voilà. D'accord. Et voilà dans ce quoi je me suis retrouvé. Mais du coup, ouais, la notion du collectif, elle est assez importante chez nous. Du projet. On est parti de ça. Après, il y a eu plein de mouvements dans ce collectif-là, mais je pense qu'au vu de ce qu'on essaye de défendre comme message, le projet se doit de rester collectif. Bon, écoute, et on en parlera un peu après justement de l'offre éditoriale de l'équipe. Je me tourne vers toi, Morgane. Seule en équipe? Un peu des deux. La Ref Média, un peu des deux. Ça dépend des moments. En fait, j'ai commencé seule et en fait, en parlant autour de moi, c'est un projet qui quand même attire. C'est un enjeu qui quand même intéresse beaucoup de personnes. Donc finalement, il y a beaucoup de bénévoles qui m'ont rejoint, tant sur la partie graphisme que la construction du site internet, que des conseils un peu en stratégie ou de la rédaction. Mais bon, après, comme tous les bénévoles, chacune a aussi des projets personnels. Donc, en termes d'investissement, c'était pas toujours évident d'avoir quelque chose de pérenne. Il y en a qui ont beaucoup contribué. J'ai une amie qui s'est vraiment énormément investie pendant plusieurs mois et qui a aussi participé à redéfinir un peu les contours du projet. Mais bon, après, chacune donc a repris un peu le cours de son chemin. Donc, je suis redevenue un peu seule sur une partie de la temporalité du projet. Là, depuis quelques semaines, j'ai 2 stagiaires qui m'accompagnent pour 2 mois. Dont Élise qui est là, qui est juste avec nous. Donc voilà, et puis après justement on va voir si jamais il y a d'autres stagiaires qui veulent rejoindre l'aventure ou si jamais je recommence plus solo mais toujours avec plein de bénévoles qui gravitent un peu autour. D'accord, c'est vrai que c'est important et puis ça donne un peu aussi de parfois de force d'être plusieurs. Moi j'ai été, excuse-moi. Ouais, vas-y, je t'en prie. Mais j'ai jamais vraiment senti le fait d'être seule parce que j'ai toujours été dans des aventures collectives, c'est-à-dire que j'ai développé le média, j'étais en formation continue à Sciences Po et je réfléchissais à comment développer ce média et où aller. Après, je suis passée dans un incubateur média. Avec justement ce projet Intervistar, tu es allé en incubateur. Un incubateur média de l'ESSEC, en fait. Et là, on était un tout petit groupe qui avait des projets très différents. Donc, il y avait vraiment une notion de co-développement entre nous et on se soutenait. Et à chaque fois, en fait, j'ai trouvé des structures, que ça soit au SPIL, que ça soit... Il y a beaucoup de structures, en fait, qui aident les jeunes, qui les conseillent, même si je suis un jeune média, mais pas si jeune, je suis une ancienne journaliste. Tu as de l'expérience, c'est différent.
Et donc, en profitant de ça, on a vraiment l'impression de gravir une montagne tous ensemble et de se soutenir. Comme en plus, on se rend compte qu'on passe un peu tous par les mêmes phases. Tu restes en contact avec justement les anciens de ta promo, entre guillemets, d'incubateur? Ah oui, carrément. Tout le temps, on a notre canal WhatsApp, on se donne des conseils, on se soutient sur les réseaux. Et c'est des projets en plus complètement différents. Il y a un podcast à Marseille, il y a plein de choses. Ça, c'est pas mal. J'en profite pour dire, effectivement, il y a une vraie offre en France d'incubateurs médias, notamment soutenus par le ministère de la Culture. Donc, soit des incubateurs qui ont ouvert des programmes médias, soit des médias comme Sud-Ouest, Ouest France, qui ont ouvert en leur sein des incubateurs. Donc, si vous cherchez, vous lancez un média, il y a beaucoup d'offres d'incubateurs où vous allez pouvoir trouver des professionnels, d'autres médias, comme tu le disais, Sophie, qui partageaient. Ça, c'est un petit conseil, mais il faut pas hésiter, effectivement, plutôt que de rester seul dans son coin. Nous, on est notamment... Vous êtes aussi on est incubé à Hôtel 71, qui est relié à Paris à la Gaîté Lyrique. Et là, nous, c'est la première année où on est incubé. Et tu vois le bénéfice? Ouais, je le vois déjà. Et puis le fait de rencontrer plein d'autres projets qui sont sur des thématiques, sur des modèles complètement différents, forcément, ça travaille l'esprit, quoi, et ça travaille l'imaginaire. Je pense que c'est hyper important quand on essaye de créer du contenu et créer de l'information, d'être baigné dans un imaginaire qui se renouvelle en permanence. Ouais. Puis surtout quand on vient pas du média. Oui. Sophie, tu viens du média, t'es journaliste, hein, donc t'as un peu l'expérience de ça. Toi, Kendris, a priori, dans ce que je comprends, personne venait du média. Hein. Non, personne. Donc effectivement, donc il y a plein de choses à apprendre. Il y a plein de choses à apprendre. Qu'on a appris petit à petit lors de notre première saison, mais c'est vrai que très vite on s'était dit au vu des ambitions qu'on a, il faut plus de structuration, et du coup on a candidaté à un incubateur pour avoir justement cette aide là, quoi. Bah oui, ça, ils sont là pour ça. Morgane. Si je peux rebondir par rapport à ça, moi je viens pas non plus de l'univers des médias à l'origine, et je suis aussi dans un incubateur, celui de mon école de commerce, donc Kedge, mais ça fait partie des enseignements que j'ai tirés, de me dire qu'il fallait quand même bien choisir son incubateur. Celui-ci était super, mais pas forcément adapté aux médias qui ont quand même, on va y revenir, des spécificités. Exactement, des modèles économiques différents. Et je pense que ça a été peut-être une de mes faiblesses de pas en fait aller vers des conseils qui étaient vraiment pertinents. De la même manière que quand je me suis entourée de personnes qui étaient hyper pro dans plein de domaines, c'était pas toujours des gens qui avaient un regard sur la spécificité des médias, et donc ils pouvaient orienter parfois un peu le projet vers d'autres activités, comme par exemple une offre dédiée aux entreprises, et qui fait qu'on a une double énergie qu'on met dans une autre activité. Ouais, parfois un manque de focus qui peut pas forcément un mauvais conseil, hein, en l'occurrence, mais selon la maturité ou même ton envie de ce que tu veux faire, c'est pas évident. Quoique ceci dit, sur la monétisation, on y reviendra plus tard. Les entreprises, c'est peut-être pas mal. On va d'abord parler un peu d'offres éditoriales. Je voulais savoir par rapport à chacun de vos projets, pourquoi vous êtes lancé au-delà de l'envie avec des potes ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des médias qui traitaient de vos sujets? J'ai l'impression, Sophie, je te regarde, que dans le cinéma, les séries, il y a déjà une offre pléthorique. Non, est-ce que tu trouverais pas, toi, dans le marché, est-ce que le bon produit, le bon média qui fait que t'as voulu te lancer? Moi, je suis journaliste cinéma depuis plus de 20 ans. Je travaille dans la presse cinéma généraliste, Studio Magazine, Studio Cinélive, Télérama, tout ça. Et donc, je connais bien, c'est ma matière depuis 20 ans. J'adore ça. En plus, c'est culturellement de discuter de culture, de parler de culture, de recommander la culture. Je trouve que c'est aussi réfléchir sur le monde. Et donc, et on s'est progressivement, nous, adapter, venant de la presse papier, au web. Donc, empiriquement, sans formation, on a créé des sites web, inventé des nouveaux formats, et ça, on l'a fait régulièrement. Avec à chaque fois cette menace, parce qu'il n'y a pas que les nouveaux médias qui sont tout le temps menacés, cette menace de on a de moins en moins d'abonnés, on est obligé d'augmenter le prix au numéro, le papier coûte de plus en plus cher. Et en fait, la presse papier, elle vit sur ce rythme-là de attention, ça va de moins en moins bien, et c'est lourd. Et donc, on essaye de se réinventer et tout ça. Et ça fait un moment que je me dis, cette presse cinéma mensuelle généraliste, est-ce qu'elle a encore une raison d'être? C'est la presse cinéphile historique. Ouais. Et donc, ça fait un moment que je me dis, qu'est-ce que cherche le lecteur et qu'est-ce que je cherche moi? Et en quittant Première, après, j'ai réfléchi vraiment et je suis rentrée à Sciences Po avec l'idée de développer un média. Et là, j'ai découvert en fait vraiment le numérique avec ceux qui l'enseignaient, ceux qui le comprenaient, ceux qui l'avaient théorisé. Et c'est là que j'ai affiné en fait. L'offre vraiment spécifique éditoriale. Parce que je suis partie d'une démarche très entrepreneuriale, pour le coup, dont j'avais jamais idée, c'est qui est ton persona, qui est la personne à qui tu t'adresses. Et donc j'ai cherché
à savoir qu'est-ce que le lecteur, qu'est-ce que en fait le spectateur éclairé, parce que c'est ça ma cible, qu'est-ce qu'il aime. Oui, c'est pas annoncer les séries qui sortent sur Netflix. Hein, non, qu'on c'est soit pas très à clair, hein. critiquer, je l'ai fait, c'est pas annoncer, c'est pas faire de la presse people, c'est vraiment autre chose. Et ce qu'il voulait, lui, c'était vivre le cinéma autrement, vivre le cinéma par la rencontre, avoir un moyen de rencontrer les artistes, d'échanger vraiment. Alors ça peut être des acteurs, ça peut être des stars, mais ça peut être aussi des réals moins connus, des réals débutants, des chefs opérateurs, tous les gens qui font le cinéma en fait, qui font les séries. Et en mettant en avant ces rencontres, ça c'est la première étape de la newsletter. Et j'ai aussi des gens qui ont peur de louper des événements. Mmh. Donc, ils peuvent très bien être au courant de certaines rencontres, mais en louper d'autres. Et ma cible, c'est ceux qui veulent pas louper de choses, parce que moi, je leur mets en avant cette richesse d'événements qui existent dans toute la France. C'est quand même plutôt, j'ai l'impression en fait en écoutant que c'est presque la même chose que Mediarama. Est-ce que c'est quand même plutôt B2B Intervistar pour toi? C'est plutôt des gens qui travaillent dans le milieu du Ah non, pas du cinéma tout. et des séries? Non, c'est tous les gens qui font la queue pour avoir telle avant-première. Et en plus, je le connais parce que les vrais fans je le pratique, mon lecteur. Ouais. C'est celui qui veut aller à l'avant-première de tel film où il y a la présentation avec le réal, celui qui va aller au Forum des images pour voir Hong Kong présenté en ceux qui veulent les dessous de films, de tournage, voilà, etc. celui qui va aller à la cinémathèque, et chacun dans ses envies différentes. Il y en a qui vont être plus intéressés par des documentaires un peu militants, d'autres par des films de débutants, d'autres par des trucs de stars, enfin, chacun dans son optique. Et donc, j'ai créé vraiment cette offre pour les gens qui veulent rencontrer des artistes et qui veulent en savoir plus sur ces rencontres-là. Et tu peux nous donner quelques chiffres? T'as combien d'abonnés aujourd'hui? Alors, ça a été créé il y a peu de temps. Ça a été C'était créé quand il y a 2 mois et demi que j'ai lancé ouais. la newsletter. Et je fais du street marketing ensemble. Pour l'instant, je vais arriver au 500e abonné bientôt. Ouais, c'est pas mal en 2 mois et demi. Hein. Mais chaque lecteur se compte, chaque lecteur est important. Et après, la phase 2, c'est de proposer à ces lecteurs, à ces amateurs de rencontres, d'eux-mêmes interviewer les artistes. Ok. C'est-à-dire qu'une fois que la communauté sera constituée... Tu t'appuieras sur elle comme voilà. un réseau de reporters sur site et ils pourront interroger... Oui, c'est ça. Ok. En fait, on leur proposera des rencontres. Et ça permettra de créer du contenu. Et je veux redonner, en fait, l'interview au public. C'est-à-dire que ça soit vraiment des interviews par l'audience. Ok, écoute, voilà. Bonne chance au projet. Effectivement, je pense que c'est une éditoriale très, très spécifique et donc pas remplie. Kendris, de ton côté, même question, est-ce que il n'y avait pas une offre éditoriale existante là-dessus? Il y avait un vrai manque sur la question du soignant et des non-soignants. Ouais, bah oui, il y a un vrai manque. Enfin, il y a un peu une crise de la presse en santé depuis quelques années, pour avoir parlé justement à des spécialistes qui ont monté de la presse en santé. Et puis aussi, il y avait un peu une rupture générationnelle avec de la presse écrite ou numérique, en fait, qui était plus pour des professionnels déjà aguerris. Ouais. Et donc, en fait, pour les jeunes professionnels, il n'y avait pas énormément de choses en version audiovisuelle. Il y a plein de créateurs de contenu qui existent en santé, qui créent justement du contenu, mais plus sur, en fait, comment soigner sur certaines pathologies, etc., avec une geste pro, avec une approche de vulgarisation scientifique ou de geste professionnel, mais plus sur l'aspect décryptage du système de santé et vision systémique. En fait, il y avait pas grand-chose et il y avait absolument rien sur Twitch aussi. Donc, ce qui nous permettait à la fois dans le fond et dans la forme d'être assez innovant et assez unique avec tous les bénéfices et tout et tous les non-bénéfices que ça peut apporter. Mais très vite, on s'est démarqué et ça nous a permis de séduire des acteurs assez importants du monde de la santé, notamment la PHP qui est le groupement des hôpitaux de Paris. Ouais. Et de vraiment fonctionner sur ça avec aussi le fait que nous ça a marché assez vite, c'était que on parlait de pair à pair. C'était pas des personnes d'une agence de com qui venaient présenter un projet de média. C'était en fait des soignants et des patients qui étaient là en mode qui ont lancé le média, quoi. Ils se sont constitués médias pour parler de leur quotidien. C'est ça. Et justement, tu parlais toi tout à l'heure, tu es non pas bénévole, mais ni salarié, t'es free en l'occurrence, mais tu continues toi t'es à 100% sur le média. Ouais, alors moi je suis à 100% pour le média et pour un peu expliciter pourquoi en fait je suis tombé dans
dans la Ouais. santé parce que c'est pas forcément très clair là pour l'instant. Alors moi, j'ai commencé en fait par des études de médecine. Ouais. Après, j'ai fait un double cursus qui m'a amené plus vers le ciné, la philosophie, etc. Je suis pas retourné dans les études de médecine pour plusieurs raisons. À la fois parce que j'ai connu, les danses. Enfin, Ouais. j'avais un proche très malade, et moi-même, en fait, je suis aussi patient, donc depuis plusieurs années. Donc, ce qui m'amène à avoir une vision. Un peu 360, Voilà, comme c'est si ce que t'avais un j'allais peu dire. galvaudé, Oui, mais donc à la fois oui, c'est patient, ça. aidant, Ouais. et t'as été étudiant, donc Oui, tu ouais, connais c'est un ça. peu aussi ce milieu. Oui, donc moi, ça m'a créé un rapport forcément viscéral par rapport à la santé, et qui me permettait aussi un peu de comprendre les difficultés qu'il peut y avoir du côté pro, les difficultés qu'il peut y avoir du côté patient, aussi du côté des proches et de l'aidance. Et donc ça a rendu mon attention en fait plus douce par rapport à ces trois parties qui peuvent parfois être très conflictuelles en santé. Et puis après, les autres de l'équipe sont aussi des professionnels de santé avec des profils très différents. Il y a des kinés, il y a des internes en médecine de différentes spécialités, il y a des soignants avec un profil plus chercheur, il y a des soignants avec un profil plus entrepreneur. Et ça, déjà, en fait, le fait d'avoir un collectif qui est aussi diversifié de base, après, il a grandi, s'est rapetissé, etc. Mais cette richesse, ça faisait aussi que, auprès des gens qu'on pouvait rencontrer, à la fois des partenaires, mais aussi de l'audience qu'on est en train de créer à petit, il y avait vraiment cette sensation un peu de proximité qui pouvait se faire assez facilement. Et aussi de véracité de ce qu'on peut dire, parce qu'on vient en fait de ce monde-là, et qu'on le regarde pas avec un regard extérieur en mode en fait on va vous apprendre à faire du soin alors qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et aussi nous on est dans une approche assez particulière, ou dans le sens où vu qu'on est vu qu'il y a pas mal de professions de santé et qu'il y a aussi des patients, ça aussi c'est une démarche qui se voit pas trop, où généralement en fait en santé c'est une presse médicale, c'est une presse pour les infirmiers, c'est une presse pour les kinés, etc. Et sur le côté patient, c'est encore un autre truc. Donc là, le fait est qu'on arrive à rassembler les deux, ça nous permet d'être assez différent des autres projets. Ouais, c'est clair. Et le fait d'être donc très vidéo, Twitch, etc., au-delà de la communauté qui doit être un peu engagée, ça permet d'autres choses. Est-ce que vous tirez vraiment parti de la vidéo, au-delà de se dire, tiens, personne n'y est, donc il y a un effet d'aubaine à y aller, puis trouver des jeunes parce que c'est Twitch, je simplifie un peu, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que la vidéo, ça apporte quelque chose dans tout ce que tu viens de nous dire? Déjà, la vidéo, c'était un désir, et je pense que c'est bien de commencer par le désir, parce que c'est ça qui fait tenir dans n'importe quel projet. En fait, moi, j'ai une expérience de réalisateur. En fait, Ouais. j'ai pas commencé à réaliser avec ce média-là. Avec la fabrique. Après, j'ai commencé à faire des émissions avec la fabrique des soignants, mais j'ai réalisé des courts et moyens métrages de fiction et de documentaires. J'avais déjà fait des interviews, du podcast, etc. Donc, j'avais apporté cette donnée audiovisuelle dans la fabrique des soignants, et aussi ce qu'on essaye de chercher au travers de la fabrique des soignants, c'est pas juste faire de la vidéo parce que c'est la vidéo qui règne un peu aujourd'hui en termes de consommation. On le fait entre autres un peu pour ça, mais il y a aussi cette volonté pour nous, mais c'est pas que dans nos formats vidéo, mais d'aller chercher le beau, donc d'y mettre à la fois de l'intention, d'y mettre forcément de l'argent aussi, parce que en fait, en santé, vous avez tous parcouru des couloirs d'hôpitaux absolument laids. Et en fait, la laideur règne dans le milieu de la santé, et on voulait s'autoriser à faire des productions assez léchées, et pour le plaisir de réinjecter du beau, parce que je pense que c'est une valeur qu'on partage tous quand on est être humain, et c'est justement quand on est dans des milieux qui sont très violent, parce que le milieu de la santé c'est très violent, parce qu'on est confronté à la mort et à la maladie au quotidien. S'abstenir d'être dans quelque chose de beau, c'est je pense quelque chose qui favorise aussi la souffrance à la fois des professionnels de santé et également des patients. Donc nous, il y avait l'envie de se dire en fait on peut se permettre en santé de faire des trucs beaux, quoi. C'est pas parce que c'est quelque chose de régalien que ça doit être austère. Austère, ouais. Donc, et que il faut il y a un peu cette envie de rendre un peu sexy la chose, quoi. Aussi pour pallier, parce qu'il y a un grand problème en santé depuis quelques années d'attractivité des métiers, où en fait, la plupart des métiers ont du mal à recruter. Ça s'explique aussi par le fait que les services publics en France depuis quelques décennies,
c'est compliqué, quoi. Ouais. Et donc bon, nous, on va pas pouvoir réparer le service public juste avec un média, mais voilà, dans notre partie prix média, Montrer quand même qu'il y a des choses qui c'est ça, passent bien, qu'il y a des gens intéressants, que tout n'est pas noir. c'est ça, en l'occurrence. Et ben ouais, donc c'est bien pensé, c'était bien présenté. Je me tourne vers toi, Morgane. Même question sur ce qui existait avant que tu lances la Ref Média. T'en as cité quelques-uns, des médias sur la question de la femme, féministe. Tu en as beaucoup, et tant mieux quelque part. C'est bien. Est-ce que tu n'y trouvais pas ton compte? Oui, oui, alors déjà, tout à fait, il y a plein d'offres qui existent, que ce soit des sites internet, des livres, des podcasts, des newsletters, il y a énormément de contenu sur le sujet. Moi, c'est quand même parti d'un besoin que j'avais ressenti personnellement à l'origine, qui remonte à quand même plusieurs années, où la première fois que j'ai entendu parler de féminisme, en fait, c'était d'une amie quand j'étais en prépa, et à ce moment-là, je l'ai regardée avec des grands yeux en lui disant « Oula, mais moi, je me sens pas du tout féministe, j'ai aucun problème contre les hommes ». Et donc, j'ai commencé à lire des bouquins sur le sujet, mais j'étais complètement perdue. Je savais vraiment pas par où commencer pour me renseigner là-dessus. Et du coup, j'ai commencé par un essai de Pierre Bourdieu, La domination masculine. Franchement, c'est quand même assez technique et pas évident pour une première approche du sujet. Et donc, au fur et à mesure, j'ai continué mes recherches. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis à fond sur ces sujets, que je me renseigne là-dessus vraiment tous les jours. J'adore. Mais au fur et à mesure du temps, beaucoup de personnes sont venues me voir en me demandant « Oui, je sais pas trop par où commencer. J'aimerais bien me faire un avis, mais justement, j'ai besoin de ressources ». Et donc, c'est pour ça qu'en fait, en voyant tout ce qui se faisait déjà, je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un endroit qui vienne centraliser, en fait, tout ce contenu-là. Une sorte de plateforme où on peut trouver plus Centre facilement. de ressources, une sorte de ressources, où tu pourrais... Exactement. Et à la base, le la CDI REF, du féminisme. c'est exactement ça. La REF, au début, c'était pour la ressourcerie féministe, où l'idée, c'était de venir centraliser tous les contenus existants, en tout cas un maximum de contenus existants sur le sujet, et permettre aux gens, du coup, de faciliter leur approche avec, justement, des films. Je suis très film aussi, donc films, séries, livres, un glossaire aussi, parce que c'est beaucoup d'expressions, de mots qui sont parfois techniques et peu expliqués, ou en tout cas, les définitions ne sont pas toujours accessibles. Donc voilà, l'idée, c'était pas de réinventer le fil à couper le beurre, mais plutôt de mettre en valeur le travail de toutes les personnes qui œuvrent déjà sur ce sujet-là. Donc, c'était pas vraiment un média à la base. C'était pas un média à l'origine. C'était plus exactement. C'était vraiment de la curation de contenu. À terme, finalement, pour l'instant, ça prend pas cette direction, mais peut-être que ça viendra, mais de rajouter aussi des magazines, tous les acteurs et actrices, en fait, qui vont vendre des produits ou services en lien avec le féminisme, des comptes Insta, etc. En fait, vraiment faire une grosse cartographie des acteurs et actrices sur ce sujet. Et c'est justement avec l'implication des bénévoles qui se sont aussi au fur et à mesure approprié le projet que la dimension de médias est arrivée, sachant qu'à la base, donc c'est parti de mon besoin, mais j'ai quand même validé aussi comme Sophie avec une démarche entrepreneuriale, de questionnaire, d'entretien terrain et tout. Et il y a un autre sujet qui est venu, donc c'était pas seulement la centralisation ou la partie technique qui pouvait rebuter les gens, mais aussi le côté militant. Et ça, dans le féminisme, c'est un sujet qui est très militant, c'est vite très clivant comme sujet. Et donc, le projet de la REF, et c'est pour ça que c'est devenu aussi un média avec de la création de contenu, c'était d'essayer de proposer une offre qui soit le plus neutre possible. On n'est jamais réellement neutre, et j'ai absolument rien contre la radicalité ou quoi. Mais en tout cas, le constat que j'ai fait, c'est que souvent, les personnes très militantes ont énormément de théories en tête, et j'essayais justement avec la REF Média de venir traduire ces pensées pour réconcilier un peu les Français et Françaises avec le féminisme. Parce qu'en fait, ce que j'ai entendu énormément dans les entretiens, c'est oui, je suis pour l'égalité, mais non, je me considère pas féministe. Ouais. Et donc moi, en tant que féministe à fond, franchement, ça me faisait un peu de la peine de voir cette énorme distance en fait que les gens mettent à ça. Voilà, c'est ça. Donc c'était un peu pour ça. Donc aujourd'hui, ça évolue doucement. J'essaie quand même de garder cette volonté d'offrir un contenu le plus neutre possible. Mais même comme ça, c'est parfois difficile. Si on prend un exemple, l'écriture inclusive, c'est le truc clivant où les gens vont se dire « Oula, non, moi je suis pour l'égalité, mais le point entre les mots, ça me panique. Enfin, je suis complètement contre. » Donc moi, après avoir fait mes recherches, parce qu'au début, je pensais la même chose. Après avoir fait mes recherches, j'ai compris tous les biais en fait que ça impliquait dans nos représentations mentales. Donc, je montre aussi différentes manières de faire de l'écriture inclusive, mais jamais sans le dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mot féminisme n'apparaît pas dans le nom, parce que rien que ce mot-là, en fait, est une barrière à l'entrée pour toutes les personnes qui veulent se construire un avis. Ouais.
Donc voilà, c'est plein de petites techniques où je parle quand même du sujet, ça reste un média engagé, mais non militant. Et Vert, justement, Vert le média m'avait beaucoup inspiré sur cette dimension. Et je pense que c'est important, justement. Alors, et je pense qu'il faut tout dans un, Exactement, je suis tout à fait d'accord. Un spectre. Mais donc, toi, tu essaies plutôt de réconcilier et de pas faire peur. Tu t'adresses pas aux militantes. Il y a déjà une offre, qui existe. Franchement incroyable là-dessus. Presque de la vulgarisation, de la réconciliation et de la documentation. Exactement, et c'est pour ça que la partie média, donc la création de contenu qu'on propose, c'est surtout des articles sous forme de fiches. L'idée, c'est de pouvoir les lire rapidement en 5 minutes et d'avoir un peu une vue d'ensemble de la question avec quelques chiffres clés, un premier niveau de lecture et un deuxième niveau de lecture pour cerner un peu les gros enjeux du sujet, et après garder un côté ludique avec une BD, une note positive pour dire ouais, ça bouge par là, justement, on fait des choses pour aller l'avant, par exemple, je sais pas, sur le sujet de congés menstruels. Donc voilà, en fait, ça se veut quand même court, synthétique, avec un maximum d'informations, mais que ça reste assez ludique pour que les gens aient envie de s'informer sur ce sujet, qu'ils puissent se construire un avis sans qu'on leur mette l'argument à fond sous les yeux, les accompagner en fait dans leur sensibilisation. À partir de quel âge ? Alors, plutôt 18, 19, pour moi, c'est un peu par là autour de ces âges-là, en tout cas, que pour la majorité des personnes, ça commence. Mais ça dépend à qui on parle. Ouais, je sais pas, j'ai une jeune adolescente de 12 ans à la maison. Je pense que les générations deviennent de plus en plus jeunes pour l'approche de ce sujet, parce que maintenant, on en parle tellement. Oui, t'es confronté à ces sujets-là complètement. Dès 12-13 ans, dès les premiers contacts avec Internet. Qu'on soit un garçon ou une fille, mais mes petits cousins me racontent qu'ils sont féministes, ou en tout cas qu'ils en parlent en cours. Moi, je suis fan. Franchement, je trouve ça super. Mais donc, ça évolue. Je visais autour de lycée et tout, parce que souvent, c'est là qu'on se politise ou qu'on commence à se politiser. Mais ça dépend aussi de à qui on parle. Les hommes, ça va être parfois plus tard, quand ils sont en couple avec des femmes qui elles-mêmes sont engagées, du coup, qui vont se faire une première approche du projet, du sujet. Il y a les parents aussi, une autre génération qui là ont du mal en fait à comprendre parfois leurs enfants et qui cherchent aussi des informations ou qui lâchent pour les accompagner, ou qui lâchent l'affaire. Mais ça c'est plus grave. Si vous lâchez l'affaire, allez voir la ref. Voilà, exactement. Écoute, très bien. On va parler maintenant avec vous tous les trois de monétisation, de modèle économique, hein, le cœur du sujet. Il y a la passion, effectivement, Kendris, tu disais tout à l'heure. C'est important de la suivre, mais c'est vrai que pour payer les factures, les salaires, la monétisation, c'est un sujet important et souvent compliqué dans les médias, on se le cache pas. Comment est-ce que vous abordez cette question? Sophie, je me tourne vers toi. Une newsletter, donc sur Substack, gratuite. Pour le moment. Oui, Substack, parce que Substack permet d'être référencé Google. On a une vraie adresse Internet. Tu as une URL avec une landing page. Enfin, en tout cas, tu peux envoyer... Voilà, ça, c'était important. C'est comme ça que j'ai choisi Substack, sur les conseils d'ailleurs de Cyril Franck. Ouais. Alors, nous, on est passé de Substack à Kessel. À Kessel, j'ai vu ça, On a fait le choix du Made in France, en l'occurrence. Mais Substack marche aussi très bien et marchait très bien notamment pour l'acquisition de nouveaux abonnés. Parce qu'en fait, les gens peuvent nous trouver assez facilement et on avait pas mal de nouveaux abonnés qui venaient par là. Ça, et la monétisation, bien sûr, qui est inclus dans la plateforme Substack. Et puis là, en ce moment, j'ai même sympathisé avec des auteurs de newsletters en Amérique et on essaye de créer une catégorie cinéma dans Substack qui n'existe pas encore, pour dire comment la presse culturelle n'est pas vraiment reconnue. Et donc, du coup, on fait des ponts avec d'autres auteurs de newsletters dans d'autres pays du monde. C'est assez sympa. Français, anglais, ça pose pas de problème. Tu penses que tout le monde peut lire Oui, dans un bundle un peu culture, ciné, etc. Oui, les infos d'Hollywood, tout ça. Puis maintenant, avec les outils d'IA, on peut faire traduire à peu près tout ce qu'on veut assez vite. Ça va vite, tous ces outils. C'est vrai, non, ça marche bien. Et donc, pardon, toi, ton modèle, puisque tu es passé par un incubateur, la vision, c'est de... un BP et un business plan, évidemment. Et puis, j'ai pris la décision de pas tout de suite faire intervenir ce qu'on appelle la Love Money, Friends and Family, via KissKiss. Parce que au départ, la newsletter, ça me coûte pas grand-chose. C'est mon énergie éditoriale et les outils de Substack qui sont gratuits, donc ou le développement de sites, les réseaux sociaux, tout ça se fait. Donc j'attends la phase 2, en fait, pour faire venir la partie Love Money, la partie bourse et tout ça, donc dans un deuxième temps. Et surtout, le modèle à terme, c'est le membership. D'accord. C'est pas l'abonnement. C'est vraiment très différent pour moi. Oui. C'est que, d'ailleurs, le nom du compte Instagram d'Intervistar, c'est Intervistar Club. Et c'est l'idée vraiment de créer une communauté de gens qui aiment parler cinéma, qui aiment partager. Il y a vraiment une notion d'être des spectateurs éclairés.
Et cette communauté-là, en fait, ce sont les membres qui vont la faire vivre via les rencontres que je proposerai, mais via d'autres rencontres et tout ça. Privées, et voilà. etc., des expos. Enfin, il peut y avoir vraiment plein de choses à faire. Il peut y avoir plein de choses à décliner. Voilà. En attendant parce qu'il faut être patient. Moi, je trouve que au début, effectivement, on se dit ça monte pas l'audience, tout ça. Mais j'ai appris la patience. Et en attendant, il y a le sponsoring pour les newsletters, c'est-à-dire que je suis assez bien reçue par les institutions. Moi, j'ai un réseau de 25 ans de métier. Tu fais toi-même ça? Oui, pour l'instant, je fais moi-même. Donc, je vais voir des institutions comme la Cinémathèque, le Forum des images ou des exploitants de salles et je leur propose des sponsorings en fait. Donc, c'est des événements que peut-être j'aurais mis en avant de toute façon, que je vais mettre en avant un peu mieux sur la newsletter. Plutôt malin annoncé comme tel, mais si c'est des beaux événements ou des belles expos. Ou je peux les mettre en avant plusieurs fois de suite, alors que d'habitude j'aurais mis en avant qu'une seule fois. Et puis par exemple à la Cinémathèque, il y a pléthore, on pourrait en parler tous les jours de la Cinémathèque. Donc forcément, moi je fais une sélection sur ce que je trouve être le meilleur, mais si eux peuvent te payer pour toucher le bon public et que toi c'est de qualité, c'est gagnant. L'avantage avec mon média, c'est que vraiment on touche des gens qui sont intéressés par ces événements et on sait pas comme une communication sur les réseaux. Non, c'est très qualifié, très ciblé. niche. Ouais, j'ai une audience très ciblée, très qualifiée et très amatrice de ça en fait. Ouais. Et je mets aussi en avant des ciné-clubs. Alors là, pour l'instant, je leur propose pas d'offre sponsoring parce que les ciné-clubs travaillent au bénévolat. Et donc, mais moi, je veux chaque semaine mettre en avant un ciné-club pour montrer aussi les démarches oui, pas que les grosses institutions. Et je reviens sur la question sponsoring, question peut-être un peu indiscrète, mais vu ton audience qui est, on va dire, c'est le début. Très petite, tu fonctionnes pas au CPM. En fait, tu y vas, toi, en expliquant que c'est une audience hyper qualifiée, des gens qui consomment, qui vont au ciné, qui achètent, etc. Mais non, t'es plus sur une notion de coût pour 1000 ou de quoi que ce soit. Non, puis c'est des petites pierres aussi que je mets parce que l'audience, elle grandit de jour en jour. Quand je suis allée au Festival de Cannes, j'ai démarché les gens. Bon, je fais moi-même du street marketing, ça, j'ai mes petits flyers que j'ai fait faire par un pote graphiste. Et quand je me balade devant un cinéma ou quand je couvre un événement, parce que du coup, je couvre les événements et puis je les rapporte sur mes réseaux sociaux. Donc, quand je vais à la Cinémathèque ou ailleurs ou dans des cinémas, tu mets tes flyers. Je distribue mes flyers, je parle aux gens, je leur présente le média. Et puis c'est hyper agréable parce que c'est une autre occasion de parler aux gens, de savoir ce dont ils ont vraiment envie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont aimé comme rencontre, ce qu'ils aiment moins. Voilà. Tu vas à la rencontre de ton audience, quoi. Ouais. Et par exemple, la semaine dernière, c'était un truc un peu objectif formation, c'est-à-dire c'était adressé aux jeunes qui veulent faire du cinéma, mais par exemple, savent pas quelle école, quelle formation, tout ça. Donc, je dis, voilà, ici, vous pouvez rencontrer des chefs-op, ils vous parleront de leur métier. Là, vous pouvez rencontrer des décorateurs, ils vous raconteront leur parcours et vous pourrez ainsi vous faire une idée. Tu peux te permettre de faire des épisodes, enfin, des éditions un peu spéciales, éducation, Festival de Cannes, etc. C'est ça, tout à fait. T'es assez libre là-dessus, quoi. Ouais. Top. Donc le modèle, on l'a bien compris, va se construire avec une communauté, plutôt du membership. Elle restera payante et tout est encore à inventer. Et tout change aussi. La newsletter numéro 1 n'a rien à voir avec la newsletter numéro 14. C'est des prototypes à chaque fois et il faut accepter de faire évoluer. En ça, on est beaucoup plus léger que la presse papier traditionnelle. On n'est pas enfermé dans une maquette. On n'est pas enfermé dans un modèle. Et donc on s'adapte aux demandes, on s'adapte à ce qui plaît et à ce qui nous plaît. On s'adapte à l'actualité. C'est un modèle très léger, très agréable pour un journaliste. Hyper agile. Tout à fait. On en a beaucoup parlé à ce micro, effectivement. Donc, c'est bien de voir un journaliste qui s'est lancé là-dessus. Merci, Sophie Kendry. Je me tourne vers toi pour la question de la monétisation. Alors, le nerf de la guerre. Oui, donc c'est une association, on l'a dit, on le rappelle quand même. Donc vous n'avez pas forcément ça chevillé au corps. Quoique, est-ce que tu veux nous dire un peu de comment vous vivez aujourd'hui? Nous, en fait, c'est comme la plupart des médias aujourd'hui, on est obligé d'avoir plusieurs sources de revenus pour être le plus agile et flexible possible et pouvoir aussi, justement, changer un peu d'axe s'il y a des crises, notamment des crises politiques. Et en fait, par exemple, là, ce qui est en train de se passer, forcément, nous, ça va pouvoir aussi avoir une incidence parce que on a pas mal de partenariats avec des institutions publiques du type agence
régionales de santé, du hôpitaux, aussi des délégations du ministère. Après, on est complètement indépendant. Enfin, ils nous font pas des commandes, mais c'est une partie de nos sources de revenus. Donc, forcément, s'il y a un changement de bord politique, ça peut avoir un vrai impact. Ça peut avoir un vrai impact. En plus du fait que forcément, s'il y a un changement de bord politique qui va pas trop dans le sens du financement des médias indépendants et des médias émergents, ça va impacter en fait ça va impacter tous les médias. Mais nous, voilà, on a commencé, quand on a écrit le projet de la fabrique des soignants, on l'a proposé justement d'emblée à des partenaires publics, avec vraiment cette volonté aussi de un peu restaurer l'image du public, non pas en gommant en fait tout ce qui est dysfonctionnel là-dedans, parce que ça serait mensonger de le faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de dysfonctions, mais de se dire en fait c'est des acteurs qui sont imparables, donc plutôt que de les dénoncer, de juste les dénoncer, autant de faire avec, voir ce qu'on peut en tirer, essayer de montrer les choses qui marchent sans s'abstenir, sans masquer non plus. Ah oui, tout à fait, parce que de toute façon, et ça, vous êtes très transparent avec eux, ces partenaires, en leur disant on reste indépendant, si vous faites de la merde, on le dira. Oui, voilà, enfin, et de toute façon, ils ont pas d'intérêt à nous censurer, et puis généralement, en fait, il y a pas vraiment de censure quand on établit des contrats avec des partenaires, c'est plus le réflexe de l'autocensure qu'on peut avoir soi-même, et nous, on essaye de faire très attention à ça. De toute façon, quand on a des projets, quand on va voir des partenaires, soit des partenaires publics, des partenaires privés, des fondations, etc., on dit ce qu'on est, et on essaye toujours de faire en sorte qu'ils soutiennent le projet en lui-même, le projet associatif, plutôt que juste un projet spécifique, même si, bien évidemment, on essaye de développer aussi des projets spécifiques et d'être dans une co-construction avec les partenaires. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on a rencontré quand même pas mal d'acteurs là depuis 1 an et demi, et ça nous oblige aussi à avoir une analyse de plus en plus fine de ce qui se passe dans le système de santé, et pas juste en Île-de-France, sur tout le territoire. Et ça, c'est une des choses qui est assez cool en fait dans le fait d'aller démarcher des partenaires. On a aussi fait un financement participatif qui est d'ailleurs toujours actif aujourd'hui, même si en soi, c'est sur Ulule, c'est marqué que c'est conclu, mais il est toujours ouvert. Il est toujours actif. On peut mettre l'URL dans les notes de l'épisode, et les gens peuvent toujours donner. C'est ça. Et donc il y a ça, et puis il y aura l'envie en 2025 de refaire aussi une campagne de financement participatif. Et il y a aussi la volonté de petit à petit commencer une offre de formation, mais qui elle arrivera plutôt aussi en 2025, justement sur et cette offre de formation, elle ira dans le sens de sensibiliser les soignants aux différents risques psychosociaux qui peuvent exister. Et il y a aussi la réponse à des appels à projets. Notamment de fondations, où on a remporté un justement sur la santé des professionnels de santé. C'est de la production? Ouais, en fait, c'est pas juste de la production. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on a un média audiovisuel, on peut faire de A à Z à la fois la réflexion du concept, etc., en passant par la production, puis aussi en passant par la diffusion et la communication. Et on réfléchit aussi de plus en plus à faire partie de consortiums, plutôt à tendance universitaire, à échelle européenne, où, sur des projets de santé, on pourrait gérer la partie production, communication, parce que en fait, il y a assez peu de choses qui... Ouais, c'est souvent des... Il y a peu de choses intéressantes au niveau de la forme qui sont faites sur ce genre de projet. Et c'est un peu ce qu'on aimerait développer de plus en plus. Sur des gros projets type appel à projet européen. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions. Et du coup, nous, on peut avoir quelques dizaines. Dans un groupement, vous pouvez gérer tout. Côté essaimer, je crois qu'ils appellent ça. Oui, c'est ça. C'est la question de l'essaimage. J'ai découvert ce mot justement en répondant à un appel à projet. On a mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Et là, maintenant, t'as bien compris. Oui, maintenant, là, quoi. Maintenant, je l'utilise même. Et donc, ça formate pas mal les rédactions des appels à projet. Et puis, vu qu'on veut aussi développer pas mal de formats audiovisuels, il y a aussi le fait d'aller voir des différentes productions, d'aller voir des chaînes. Pas plus tard que ce matin, j'étais à Lyon pour un rendez-vous avec France 3, Aura. Donc il y a aussi le fait de développer ce genre de choses. Donc on bouffe un peu à peu près à tous les râteliers. Donc c'est cool, c'est épuisant. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, quoi. Et mais ça ça nous oblige
être flexible et à s'adapter, à mieux comprendre aussi comment fonctionne à la fois le système de financement pour les médias, pour la culture et pour la santé. Et voilà, on est entre ces 3 secteurs, donc ce qui nous permet voilà d'avoir des sources de financement assez variées, mais tout et est pérenne. Ouais, relativement. Je l'espère, et même si c'est comme tout le monde, hein, même des médias qui sont installés depuis 10-15 ans, il faut toujours trouver d'autres manières de faire quoi. Donc on est en plein dedans, mais on commence petit à petit à trouver des socles. Ouais, je pose la question même si je pense connaître la réponse, mais du côté des plateformes sur lesquelles vous diffusez, vous avez des revenus, hein, Non, YouTube, parce que pour l'instant, on n'a pas assez d'abonnés. Enfin, sachant que, nous, notre gros d'abonnés, c'est surtout sur LinkedIn et sur Insta. Sur YouTube, qu'on utilise plus pour uploader nos vidéos. Ouais. On a vraiment, là, on est juste à 500 abonnés. Enfin, sur Ouais, Insta, donc, on est sur. absolument en dessous de Oui, le c'est seuil ça. de On monétisation. est sur 4000 abonnés, donc c'est pas du tout là. Même si après, on se fait accompagner par YouTube. En ce moment, donc il y a aussi pour nous la réflexion petit à petit d'arriver à développer suffisamment une régularité, parce que Ouais. c'est ça aussi ce qui pose un peu problème de notre côté, parce que on a un média associatif, je suis le seul à temps plein, les autres ils bossent, ils soignent les gens, donc à atteindre la régularité, c'est quelque chose de complexe. Et en fait, les plateformes obligent aussi à cette régularité là qui est pas trop forcément compatible avec un modèle de média associatif aussi. Ouais. Quoi. Clairement. Donc à voir pareil comment ça va se développer, mais effectivement, donc il vaut mieux compter sur d'autres revenus que sur du volume, une logique d'audience sur ces plateformes-là. C'est ça. C'est clairement. Bon, je me doutais un peu de la réponse. Ouais. Mais c'est intéressant quand même de le rappeler, tu vois, comment ça fonctionne effectivement. Et enfin, Morgane, je me tourne vers toi. On avait un peu discuté en préparant l'épisode, effectivement, la difficulté du modèle économique aujourd'hui. C'est quoi le modèle de l'AREF Média et où t'aimerais aller, évidemment? C'est vrai que c'est la question qu'on me pose depuis le début du projet et que je me pose aussi depuis le début. Et en fait, c'est une question qui n'arrête pas d'évoluer dans sa réponse, sachant que nous, la cible qu'on essaye de viser, c'est des gens qui sont vraiment peu avertis, donc pas engagés et qu'on ne veut pas faire payer. Et surtout que l'argent est souvent une des premières barrières à l'entrée pour s'informer. Et étant donné toute l'offre de contenu gratuit, on ne peut pas en fait rendre payante notre contenu. Donc ça, on met de côté. Il y a quand même, et d'ailleurs c'est pour l'instant la seule source de revenus, une campagne Tipeee qui permet de rémunérer les créateurs de contenu. Et donc là, c'est en fait la communauté qui décide de mettre quelques euros et tout, mais en fait, on communique quand même très peu dessus. Donc pour l'instant, il y a une petite 150 d'euros par mois qui vient parce que là, depuis, Tipeee, c'est comme Patreon, c'est un modèle récurrent. C'est les gens qui s'engagent à donner une somme libre tous les mois. Ponctuellement ou mensuellement, ça dépend de ce que choisissent les gens. Et qui, pour toi, dans le cadre de ta campagne, sert vraiment à rémunérer les contributeurs, pigistes Alors, il n'y a pas vraiment de pigistes, parce que c'est principalement moi et de temps en temps, du coup, des bénévoles ou les stagiaires. Mais en fait, ça sert surtout sur la partie logicielle, gestion de projet, en fait. Exactement. Donc, en fait, ça vient surtout alimenter ça. Le projet initial, c'était de se dire, on va d'abord faire grandir l'audience et une fois qu'il y aura du monde, on passera sur un modèle de sponsor dans la newsletter. Le projet même encore initial avant, c'était de faire une marketplace sur le site où regrouper justement toutes les personnes qui ont un produit ou un service à vendre en lien avec le sujet, avec un filtre de personnes qui ont quand même un projet responsable et éthique, et de prendre une commission dessus. Là, on m'a un peu fait redescendre de mes nuages en me disant que c'était un outil qui coûtait très très cher à mettre en place. Donc ça a été mis de côté. Puis acquisition d'audience, c'est vraiment une logique aussi de volume puisque tu prends juste une commission. Donc il faut vraiment, c'est un gros projet avec des grosses audiences. Exactement, qui nécessite beaucoup de fonds dès le départ. Donc voilà, donc c'était l'idée de se dire d'abord on met le paquet sur l'audience et en fait je comprends seulement un peu maintenant que c'est un métier différent que de distribuer le contenu et de le créer. Et donc, depuis le début, nous, on passe, je dis nous, des fois ça dépend des moments du projet, mais on passe énormément de temps sur la création de contenu, qui est super chronophage, surtout quand on est sur plein de plateformes en même temps. Et ça faisait partie des choses que je ferais différemment. Si c'était à refaire, de choisir certains canaux. Voilà. Comme Sophie sur la newsletter, c'est vrai que des fois, c'est plus simple. Donc là, effectivement, entre le site, les réseaux sociaux... Sinon, pas les mêmes codes. Insta, c'est
c'est vraiment un autre monde où il faut recréer du contenu différent. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant il y a très peu d'audience parce qu'on passe notre temps. En plus, sur la partie fiche et articles, je tiens vraiment à ce que ce soit super sourcé et que les gens puissent partir avec des informations vraiment fiables. Donc j'y passe énormément de temps pour très peu de temps de lecture. Enfin bref, c'est en termes d'énergie, c'est pas toujours le bon calcul, mais c'est pour ça que depuis peu, du coup, je me suis lancée dans une autre activité qui est toujours en lien avec l'AREF, et d'ailleurs dont je parle sur la plateforme, qui est la fresque de l'équité. Donc, pour les personnes qui connaissent la fresque du climat, c'est vraiment le même format, mais version égalité femmes-hommes. Et donc maintenant, ça, c'est un outil que j'anime auprès du grand public de temps en temps en tant que bénévole, mais aussi que j'essaie de déployer en entreprise, où là, ça fait enfin des sous. Donc, ou dans les médias. Donc, si vous êtes dans des médias que vous écoutez cet épisode, on peut faire appel à toi pour que tu viennes parler, sensibiliser. Tout à fait. C'est un super outil. Non, vraiment, les gens, en plus, en sont souvent très contents. Ça ouvre des sujets, même au sein des équipes, qui sont parfois un peu tus. Donc c'est très apprécié. Il y a une petite partie en deuxième temps de mise en pratique où on réfléchit à des actions concrètes et on repart avec une action qu'on peut faire individuellement. Donc ça garde aussi un ton positif, même si au début, c'est un peu des chiffres pas toujours évidents à entendre et recevoir, mais on en repart normalement avec le sourire. Donc c'est un outil qui plaît bien. Et donc voilà, c'est pour ça que là, pour l'instant, je commence à lever un peu le pied sur le média parce que j'y ai mis beaucoup d'énergie et pour peu de retours. D'où la fresque et d'où un nouveau projet aussi que je suis en train de développer en ce moment. Mais je suis seulement en étude de marché, donc j'attends de voir cette fois-ci. C'était ma question suivante sur les projets perspectives. Donc tu peux inaugurer cette question en nous parlant de ton nouveau projet, sauf si c'est vraiment confidentiel. Non, c'est pas confidentiel. J'ai appris qu'il fallait absolument parler de ces projets et surtout pas les taire. Non, ça c'est vraiment un truc d'entrepreneur de start-up. Il faut en parler au maximum. Au contraire, ça fait mûrir, ça fait avancer et c'est pas l'idée qui compte, c'est son exécution. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, du coup, pendant cette étude de marché, là, je réalise plein d'entretiens avec des DRH, des responsables RSE et diversité inclusion. Et en fait, je parle systématiquement du projet et je vois l'impact du collectif de tous ces gens qui sont très généreux et qui veulent partager leurs contacts, des conseils. C'est très précieux. Et donc voilà, ce nouveau projet, donc c'est pas du tout encore lancé, mais c'est une idée qui vient pas de moi directement, mais de 2 frères qui ont lancé Le Meilleur d'ailleurs, où ils ont fait un voyage sponsorisé pour aller chercher les meilleures pratiques en termes de futur du travail et notamment pour répondre à la question de l'engagement des jeunes. Et ils restituent toutes les informations qu'ils ont pu regrouper sous forme de conférences en France. Et on se disait, c'est un format qui a l'air de super bien marcher et de plaire, pourquoi pas répliquer ça sur le format égalité femmes-hommes. Eux se disaient que c'était un sujet qui était trop petit. Moi, je réalise que c'est un sujet qui est vraiment trop énorme, l'égalité Eux, c'est les 2 frères. Hein. Oui, pardon. C'est des Français ? Oui, c'est des Français, les frères Meilleurs. Petit coucou à eux s'ils nous écoutent. Mais oui, donc eux, ils ont fait ça autour du monde et maintenant ils refont ça en France. Le futur du travail et donc ce sujet un peu de l'égalité que eux ne veulent pas traiter parce que trop ils en parlent de temps en temps parce qu'en globalement. fait, ça fait partie aussi des sujets du futur du travail, de comment on engage, c'est une des réponses. Mais on se disait, de manière générale, donner des idées de bonnes pratiques aux entreprises sur comment justement régler ces soucis d'égalité femmes-hommes au travail. Et en fait, là, je suis en train de resserrer du coup sur un sujet précis qui est comment retenir et attirer des talents dans la tech. Des talents féminins dans la tech. C'est un gros enjeu. Énormément des métiers, 85% des métiers vont vers ça d'ici 2030. Mais il y a très peu de femmes, seulement 15% de femmes sur les métiers vraiment tech. Et en plus, elles partent de là-bas beaucoup plus tôt que dans n'importe quel autre secteur, pour plein de raisons différentes. Et donc, l'idée, c'est de faire un projet comme ça, ou d'aller sur le terrain, vraiment rencontrer les boîtes, les assos, les freelances, les indépendants, les cabinets de conseil. Et comprendre, voir les bonnes pratiques, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis venir un peu... Il y a beaucoup de contenu sur pourquoi ça ne fonctionne pas, mais il y a encore peu de contenu, ou en tout cas, il est encore à créer sur comment on fait pour que ça marche. Et donc, l'idée, ce serait de faire ça. Donc, c'est tout à fait en lien avec l'AREF. Et je regrette pas du tout, d'ailleurs, le média, parce que c'est vraiment ça qui me permet ma carte de visite et la légitimité que j'ai à m'exprimer sur ces sujets. Donc ça me fait... Voilà, ça me fait plusieurs casquettes comme ça. Donc, le média, d'une part, que je vais quand même continuer d'alimenter, mais plus doucement. La fresque que j'essaie de déployer en entreprise pour des revenus à court terme et ce projet de conférencière autour de la place des femmes dans la tech. Top. Voilà. Donc tu vas pas t'ennuyer encore. Mais c'est des sujets qui me passionnent, donc en fait. On voit ça et on le sent. Ouais. Sophie, je me tourne vers toi. Tes projets, alors bon, je pense que pareil, toi, t'en as un peu parlé. Je pense que la route, elle est pour le moment un peu tracée, mais est-ce qu'il y a d'autres choses en perspective, des choses dont on n'a pas parlé?
Non, mais c'est vrai que tout le monde l'a dit, être créateur d'entreprise, c'est réussir à avoir plein de casquettes différentes. Donc il y a la casquette éditoriale que moi je maîtrisais, mais après il faut il faut se former sur le management, le marketing, les réseaux sociaux. Enfin, il y a tout ça. Et je trouve que le plus dur, effectivement, c'est d'essayer. Alors moi, j'essaye maintenant de gérer mon temps, de faire 2 jours d'éditorial, 2 jours de Dans marketing, dans mon ta agenda. semaine, tu as vraiment des jours réservés. Ouais, balisé pour l'écriture, balisé pour ceci, balisé pour cela, avec l'idée de former en fait des gens à l'éditorial, parce que je trouve que la presse culturelle en général et la presse cinéma en particulier souffre d'une mauvaise presse. On est ceux qui, voilà, Truffaut disait, on a 2 métiers dans sa vie, le vrai et critique de cinéma. Donc, pour moi, la presse cinéma, la presse culturelle, c'est autre chose. C'est vraiment des gens qui apprennent à réfléchir et à parler des créateurs. Et du coup, j'ai dans l'idée aussi de former des jeunes journalistes à ça et En mode masterclass ou des vraiment formations individuelles individuelles, au coup par coup, au gré des rencontres. Il se trouve que je suis bénévole à La Chance pour la diversité dans les médias, qui est une association qui prépare les boursiers gratuitement au concours des écoles de journalisme. Et là, j'ai beaucoup de rencontres avec plein de jeunes. Je suis tutrice, je suis super fière parce que mon tuteur et mon filleul a intégré le CFJ Top. il y a quelques jours. Et donc je rencontre ces jeunes-là et ça fait vachement de bien d'être au contact, de donner son temps pour transmettre. Et je rencontre ces jeunes-là. T'aimerais bien faire ça aussi dans le cadre dans le cadre plus spécifiquement de la presse culturelle, parce que je vois chacun arrive avec sa marotte. Certains veulent absolument faire du foot, d'autres être grands reporters à l'étranger et tout ça. Et la presse culturelle souffre d'énormément de fausses idées. D'accord. Voilà, qu'on est au service des plateformes, au service des distributeurs, voilà. Donc, pour moi, c'est un journalisme à part entière et qui mérite un accompagnement. Donc ça pourrait être une autre idée de revenus, de diversification du projet, en tout cas former des journalistes. Voilà. Très bien. Kendris, de ton côté, c'est quoi les grands projets perspectives pour la Fabrique des Soignants? Ouais, il y a vraiment plein de choses parce qu'on est en pleine phase de transition et c'est accéléré aussi par l'incubateur. Et d'ailleurs, je suis très très intéressé par le modèle de Fraisse parce qu'on réfléchit aussi à monter ce genre d'initiative, mais côté santé. Là, ce qui va arriver, on va recruter un salarié. Vous allez doubler les effectifs. Ouais, c'est ça. Du coup, je cherche là, je fais mon annonce publique. Je cherche un journaliste multimédia qui est intéressé par la santé, avec en plus la vraie possibilité de co-gérer l'aspect éditorial. Ouais. Hein. Donc ça, c'est vraiment une des choses qu'on va rechercher à partir de la rentrée, qui va pas mal changer de choses parce que on a déterminé pas mal de formats qu'on a envie de faire à partir de la rentrée, mais pour atteindre la bonne périodicité, il faut qu'on recrute. On aura aussi un site à la rentrée, donc ça va aussi pas mal changer de choses. On va essayer de développer des articles aussi écrits parce que c'est important d'avoir de l'écrit parce qu'en fait il y a quand même pas mal de financements, il faut le savoir, pour la presse, qui sont accessibles que si on fait de la presse écrite, notamment le FSDP du ministère de la Culture, la bourse, je crois, dont tu parlais, Sophie. Je pense que c'est ça que tu évoquais, la bourse émergence, sont effectivement réservées. Il faut avoir un SPEL, le service de presse en ligne, donc une URL. Et du texte. C'est ça, tout à fait. Et justement, la bourse émergence, c'est une bourse qu'on va aller chercher d'ici 2025. Puis après, nous, on est pas mal aussi en train de réfléchir au positionnement qu'on a envie d'avoir, parce que, on essaye d'être un média qui est ouvert à tout le monde, à tout soignant, à tout citoyen qui sont concernés par le soin. Et on a aussi l'envie de politiser, pas dans le sens partisan, le sujet de santé, parce que pendant longtemps, c'était un sujet qui était pas trop politisé, où il y avait pas beaucoup de discussions de fond sur, en fait, quel modèle, quel système de santé on a envie de construire. Et là, justement, dans la période actuelle, on essaye de un peu rassembler des initiatives à droite à gauche, des personnes qui ont écrit des tribunes, justement, pour défendre un système de santé solidaire. Donc, on va essayer de poursuivre d'essayer de mutualiser les forces pour se dire, comment on a envie de résister, qu'est-ce qu'on a envie de proposer
parce que c'est quand même voilà, c'est une fonction régalienne. Donc si le système s'effondre, c'est plein de choses aussi qui s'effondrent et aussi quelles valeurs on a envie de défendre. Donc ça, voilà, c'est pour la partie un peu plus philosophique, on va dire, mais ça va forcément influencer la manière dont on va faire nos contenus, ça va influencer aussi les partenaires avec lesquels on va travailler. Mais en tout cas, voilà, à partir de la rentrée, il y a quand même pas mal de choses là qui vont arriver. Super, merci à tous les trois. Alors la dernière question, vous écoutez Mediarama, vous la connaissez, c'est est-ce que vous avez un truc cool à partager, quelque chose qui vous a marqué? On va commencer par toi, Morgane. Oui, moi j'ai une série à proposer qui m'a beaucoup marquée en fait, qui s'appelle La Fièvre, une série Canal de Eric Benzekri. Je trouve qu'elle est particulièrement d'actualité. Est-ce qu'on peut avoir une critique en live de Sophie? Ah ouais, c'est vrai, ce serait l'occasion. Non, attends, c'est toi qui me la raconte, pardon, vas-y Morgane. Non mais du coup Sophie, si tu veux compléter après, je serais preneuse de ton avis. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on y voit, enfin c'est très en lien avec les médias d'ailleurs, le poids le poids des médias et leur rôle dans notamment la construction des opinions en France et les clivages qu'il peut aussi y avoir justement sur des sujets de société très importants. Bon, j'essaie de pas trop en dire pour pas spoiler, pour pas trop spoiler. Je recommande chaudement. Ouais, vraiment super. C'est très renseigné en plus. C'est l'auteur de Baron Noir qui s'est renseigné pendant des mois et des mois sur les fonctionnements comme ça. Ouais, c'est incroyable. Sophie, t'as le micro. J'ai le micro. Est-ce que c'est quoi le truc cool que tu voudrais nous partager, quelque chose qui a attiré ton attention? Je viens d'en parler, c'est la chance. Je pense que si vous avez du temps, si vous avez envie de transmettre, c'est du bénévolat, mais être au contact des jeunes. Il faut être dans les médias, donc. Hein. Il faut être journaliste. Pour être bénévole à la chance et aider les jeunes boursiers à intégrer ce métier. Donc, on cherche des bénévoles dans toutes les villes de France, en fait. On en cherche. On a des pôles à Rennes, à Strasbourg, à Bordeaux, à Paris, bien sûr. Donc, voilà. Appel aux bénévoles, enfin aux volontaires. Si vous êtes journaliste, si vous voulez transmettre un peu, accompagner des jeunes dans la chance de pouvoir accéder à des études de journalisme. Et appel aux entreprises de presse, parce que s'ils veulent sponsoriser la chance, ils peuvent aussi. C'est une association. On fait partie de l'ascenseur et le message est passé. Merci Sophie. Toi, et sinon, je voulais recommander, tu parlais, est-ce qu'on est en contact dans l'incubateur, il y a Clam. Ouais. C'est 2 Marseillais qui ont créé KL2AM. C'est un podcast sur les paroles. En ce moment, ils ont une série sur l'amour. Sur les paroles de Clam, ça veut dire parole en arabe. D'accord. Et ils parlent de ce qui se passe autour d'eux, en fait. D'accord. Et là, en ce moment, ils ont une série sur l'amour qui est très belle. Donc, je vous recommande. Ils ont des réseaux. C'est un podcast voilà. KL2AM. Tout à fait. Top. Merci, Sophie. Kenris. Moi ce sera pas du tout dans la sphère média. C'est très bien. J'aime beaucoup la poésie, ça m'arrive d'en écrire et je conseillerais, parce que là on recommence à rentrer dans l'été, la poésie de Simon Johannin qui sent beaucoup la chaleur corporelle. Donc voilà, pour vos lectures vos lectures de plage, de montagne, consommez du Simon Johannin. Eh ben écoute, super, on ira lire ça pour cet été. Merci pour cette recommandation. Merci à tous les trois pour votre temps. Bravo. Merci. Tous les trois pour ces projets et puis pour votre transparence dans les difficultés que vous pouvez avoir aussi au quotidien, mais les joies aussi que ça vous a apporté. On vous sent quand même tous les trois passionnés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc bravo à vous, merci d'être venu témoigner pour cet épisode spécial du 200e épisode de Mediarama, et merci à vous qui avez écouté cet épisode et qui êtes fidèles au podcast. Merci du fond du cœur pour tout ce que ça nous apporte. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.